Dans cette vidéo, nous allons continuer sur les transformations nucléaires et cette fois-ci nous allons regarder les réactions nucléaires. Alors on va écrire réaction nucléaire. Réaction nucléaire. Alors, on distingue deux types de réactions nucléaires qui produisent de l'énergie. Il y a les réactions de fission, donc on va écrire tout simplement fission. Et ces réactions-là sont très utilisées sur Terre. Donc, utilisées dans les réacteurs nucléaires, donc pour produire de l'électricité, et nous avons les réactions de fusion. Alors, ces réactions de fusion, en fait, sont très difficiles à réaliser sur Terre. Pourquoi? Parce qu'elles demandent beaucoup d'énergie. Ils demandent des dizaines de millions de degrés Celsius, c'est beaucoup. Donc, difficile à réaliser sur Terre. Donc, on va faire ça. Donc, on va écrire difficile à réaliser sur Terre. Sur Terre. Mais ces réactions-là, en fait, se passent dans les étoiles. Ce sont des réactions qui se passent dans les étoiles, comme le Soleil. Donc, les réactions de fusion sont des réactions qui demandent beaucoup d'énergie. Ils se passent dans les étoiles. Alors, les réactions de fission, c'est quoi? On va l'écrire ici. Une réaction de fission, donc on va faire ici réaction de fission. En fait, la réaction de fission se passe quand un noyau lourd se divise en deux. Donc ça, scindé en fait un lourd noyau en deux. Un lourd noyau en deux. Comme l'uranium par exemple. En deux petits noyaux. Alors que les réactions de fusion, en fait, on fusionne deux petits noyaux. Réaction de fusion, c'est comme le nom l'indique, c'est fusionner deux noyaux. Fusionner deux petits noyaux. Donc, deux petits noyaux. Comme par exemple l'hydrogène. En fait, comment on sait qu'un noyau peut faire de la fission ou peut faire de la fusion? Regardons un graphique ici. Ici, nous avons un graphique qui représente en fait le nombre de nucléons, ça veut dire le A, le nombre de protons plus le nombre d'électrons d'un élément. Et ici, on a l'énergie de liaison de chaque nucléon, ça veut dire l'énergie avec laquelle un nucléon, un proton ou un neutron s'attache dans l'atome. Donc l'énergie qu'un noyau, qu'un électron ou un proton, c'est-à-dire l'énergie avec laquelle il s'accroche dans le noyau. On voit que cette courbe-là, plus l'élément est petit, plus l'énergie est grande. Mais en dépassant le fer, cette énergie de liaison, elle diminue. C'est pour cela qu'en fait, la fission se passe dans tous les éléments qui sont en fait plus lourds que le fer. Donc les éléments qui sont plus lourds que le fer ont tendance à faire une fission, et les éléments moins lourds que le fer tendent à faire une fusion. En fait, il y a les éléments qui sont autour du fer, qui sont entre 50 et 70, dont le nombre atomique est 50 et 70, eux ils sont stables, on ne peut faire ni fusion ni fission. Donc c'est ce qu'il faut retenir. Si l'élément est plus lourd que le fer, généralement il va faire une fission. S'il est moins lourd que le fer, c'est qu'il va faire une fusion. Alors, donc on va écrire ces mots-là ici. Donc fission, qui va faire ça. Donc substance, plus lourde que le fer. Plus lourde que le fer. Le Fe. Une fusion, en général, va se passer avec une substance, ou bien élément, moins lourd que le fer. Moins lourd que le fer.
ceci dit, maintenant, on va regarder comment les réactions de fusion se passent. Prenons un exemple. Donc, exemple de réaction de fission. Exemple, réaction de fission. Alors, ces réactions-là, en fait, on va prendre l'uranium, réaction de fission. Ce sont des réactions qu'on dit réaction en chaîne. On va voir pourquoi on dit c'est une réaction en chaîne. En fait, supposons que j'ai un uranium, donc je le mettrai ici, c'est un uranium, et j'ai mis un uranium ici U. Alors le U en fait il a 235 comme numéro comme masse atomique, et comme numéro atomique ça veut dire nombre de protons c'est 92. Et supposons qu'on le bombarde par un neutron. Donc on fait les conditions physico-chimiques, donc on a mis tout le réacteur, c'est ce qu'on fait dans les réacteurs nucléaires par exemple pour faire de l'électricité. Eh bien on fait les conditions pour qu'un noyau, un neutron, frappe un atome d'uranium. Alors cet atome d'uranium, qu'est-ce qu'il va faire? Il va absorber le neutron pour former un autre atome qui est un isotope. Donc il aura maintenant 236 au lieu de 235 parce qu'il a absorbé un neutron, 92, mais qui sera très excité. Pourquoi? Parce que le neutron ayant une grande énergie pour entrer dans le noyau, eh ben, l'uranium va devenir très excité. Cette excitation-là va le casser en deux, et là, il va nous former deux éléments, le barium, le Ba, qui a en fait 141 comme masse atomique et 56 comme nombre de protons, et puis il va nous former le krypton. Donc il va se scinder en deux, vous voyez, hein, c'est à peu près moitié-moitié, 36 qui a 36 protons, et puis qui a 92 neutrons. Et lui, il va libérer en fait 3 neutrons, N, un autre neutron, et un autre neutron. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ces neutrons-là? Eh bien, ces neutrons-là vont attaquer un autre atome d'uranium qui est quelque part ici. Celui-là aussi va probablement attaquer un autre, il va attaquer un autre, etc. C'est ce qu'on appelle une réaction en chaîne. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a commencé la réaction, eh bien, c'est elle-même qui va s'auto-alimenter. Pourquoi? Parce que le premier uranium va produire lui-même des neutrons excités et donc très haute vitesse qui vont bombarder d'autres uraniums. Ces uraniums-là vont eux-mêmes produire des neutrons qui vont bombarder d'autres uraniums, etc. C'est ce qu'on appelle la réaction en chaîne. Donc, réaction en chaîne. Ça veut dire c'est une réaction, une fois qu'on l'a amorcée, donc on l'amorce au début, elle-même, il va s'entretenir. Maintenant, on va écrire les équations ici de la réaction. En fait, si je prends un uranium 235 et puis 92, ben, il va absorber un neutron. Ce neutron-là va rendre l'atome très excité en formant un isotope 236-92. Et maintenant, cet isotope 236-92, étant très excité, il va se scinder en deux. Ben, il va se scinder en formant le barium, comme ça, 141-56, plus le krypton, qui est 92-36, plus 3 neutrons. Ces 3 neutrons vont aussi attaquer d'autres uraniums, comme on vient de le dire, pour former la réaction en chaîne. Donc voilà par exemple un exemple de réaction de fission. Et pour faire ces réactions de fission, ben, ils ne demandent pas vraiment beaucoup d'énergie. Ben, il suffit de faire attention parce que quand même ces réactions sont nucléaires et sont radioactives, donc ça pourrait être dangereux si jamais le réacteur ne fonctionne pas bien et qu'il n'est pas sécuritaire. Maintenant, regardons les réactions de fusion. Un exemple pour la réaction de fusion. Exemple, fusion. Alors on a dit que les réactions de fusion sont difficiles à réaliser sur Terre, voire impossibles. Pourquoi? Parce qu'ils nécessitent des températures de 10 à la 7 degrés Celsius. Ça veut dire qu'ils nécessitent des températures de 10 millions de degrés Celsius. Et ces températures-là sont très très grandes. Donc on va encore écrire ici difficile, sinon impossible, difficile, à réaliser sur Terre jusqu'à présent. À réaliser sur Terre pour l'instant. Et on ne sait jamais. Alors, regardons par exemple la fusion de l'hydrogène. Par exemple, on a l'hydrogène 1 qui va rencontrer un autre hydrogène
et bien sûr dans des conditions qui favorisent la réaction, avec des températures de 10 millions de degrés Celsius, etc., et bien qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils n'auront autre le choix que de se fusionner. Ils vont former le deutérium ou bien l'hydrogène 2, et ils vont émettre un positron plus un neutrino. Donc, vous vous souvenez qu'on a dit un neutrino, et un positron, en fait, c'est un anti-électron, c'est un électron positif. Maintenant, l'hydrogène de 1, il va peut-être rencontrer un autre hydrogène pour former, en fait, l'hydrogène, l'hélium 3, et puis ils vont libérer une radiation gamma. C'est pour cela que ces radiations gamma qui viennent par exemple du Soleil vers la Terre, qui sont très difficiles, et heureusement qu'on a l'atmosphère pour nous protéger. Après ça, l'hélium 3, il a le choix, soit qu'il va rencontrer un autre hydrogène, à 1, et par suite là, il va former un hélium 4, qui est l'hélium stable, et puis il va émettre un positron et un neutrino. Ou bien, donc l'autre choix, donc on a soit que il va rencontrer un hélium, soit que ce H2-3, au lieu de rencontrer un hydrogène, il va rencontrer un autre H2-3, comme lui, et dans ce cas-là, encore une fois, qu'est-ce qu'ils vont former? Ils vont former de l'hélium de 4, et puis ils vont libérer un hydrogène, plus un autre hydrogène. Donc voilà par exemple une réaction de fusion qui pourrait se passer dans les étoiles ou dans le Soleil par exemple. Donc voilà pour ce cours. Donc là on vient de terminer la matière sur les transformations nucléaires. Donc il nous restera les exercices à faire. Donc on fera les exercices. Donc faites les exercices du site et si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter.